Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 9 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bienvenue mon ami Andrei. Avec plaisir. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, avec ces deux attaques. On a le cas du détroit d'Ormuz, après le fameux protocole d'accord. Comme vous le savez, ce protocole a été signé entre l'Iran et les États-Unis. C'est votre protocole préféré, celui dont personne ne semble se soucier du contenu. Et pourtant, on voit les États-Unis continuer. Ils essaient de gérer la situation dans le détroit d'Ormuz. Ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire avec l'opération Liberté, ou le projet Liberté, qui avait eu lieu avant la signature du protocole. Et maintenant, ils essaient de le faire dans le cadre de ce protocole, selon cette ligne du texte, qui dit en gros que c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Ils doivent gérer le détroit. Ils doivent garantir la libre circulation pendant 60 jours et tout ce qui va avec. Ensuite, les États-Unis envoient des navires de guerre dans le détroit pour essayer de trouver une route alternative pour les pétroliers qui tentent de le traverser. Andrei, quand on regarde les attaques, les États-Unis frappent à chaque fois dans le sud de l'Iran. Ils essaient, militairement. Je ne sais pas vraiment quel est l'objectif de ce que font les États-Unis. Quelle est, selon toi, leur intention? Eh bien, ma compréhension est la même qu'avant. Je te l'ai dit dès le départ, ce protocole d'accord, ce MOU, ça ne vaut même pas le papier des toilettes. On le jette, point. Ça ne sert à rien d'en parler. Franchement, tout ce que tu signes aujourd'hui avec l'Occident ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. C'est de la camelote. Ils sont incapables de respecter un accord, tout simplement. Et donc, discuter d'un document, même s'il passe, disons, par le Congrès et qu'il est ratifié, ce qui lui donne une valeur juridique, ça reste sans valeur, parce que c'est la nature même de l'Occident moderne. Et pour ce qu'ils essayent de faire, Trump a été battu partout. C'est un perdant. L'armée américaine aussi. Ce sont des perdants. Soyons très clairs là-dessus. Alors, l'ambiance à Washington, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils ont envie de frapper fort, de montrer quelque chose, comme pour dire qu'on n'est pas important, alors qu'en réalité ils le sont, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir. Tout a commencé, évidemment, avec l'effondrement total de ces plans absurdes, imaginés par des amateurs à la CIA, au Pentagone et à Washington, selon lesquels on pourrait faire s'effondrer la Russie, renverser le régime de Poutine et tout ce genre d'idées. Ils ont tout misé là-dessus et ils ont échoué lamentablement. Ils ont été humiliés sur le plan militaire. Ensuite, vous vous souvenez de Prosperity Guardian, des gens qui portent des sandales et qui dépendent presque entièrement de la technologie iranienne et tout ça. Eh bien, je ne me souviens d'aucun succès pour ces missions. Rappelez-vous, l'objectif était d'ouvrir le Bab el-Mandeb, la mer Rouge, et tout le reste. Ce fut un échec complet. Nous avons maintenant une situation bien plus grave avec Israël, qui contrôle les États-Unis, leurs sanctions militaires et tout le reste. D'après ce que je lis, ils se font littéralement écraser, même selon Al Jazeera. Al Jazeera, c'est une sale petite... Enfin, pas si petite que ça. C'est financé par ces chèques, vous voyez. Mais malgré tout, ils le reconnaissent. Le poste de commandement des forces armées américaines en Jordanie a été touché. Et ça, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et un autre missile Patriot PAC-3 a été complètement détruit. D'après ce que j'ai vu, Bahreïn est aussi visé. Là-bas, il n'y a pratiquement aucune défense aérienne, ou très peu. Et oui, ça va continuer. On voit maintenant que ça se passe en Jordanie et que ça avance encore plus loin. Et ils attaquent des bases militaires américaines qui sont situées loin de, disons, leur golfe Persique. Donc oui, ça va continuer, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Les États-Unis,
tels qu'ils existent aujourd'hui, ne savent pas perdre avec élégance. Il faut que ce soit une humiliation militaire totale. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ils pensent que s'ils en veulent plus, la seule chose que les États-Unis puissent faire, c'est d'essayer de changer le résultat. Mais non, c'est pas possible. Et, que voulez-vous que je dise? Ça continuera jusqu'à ce qu'ils aient complètement épuisé ce qu'il restait de leur stock. Ils ne peuvent pas vraiment les reconstituer, ces arsenaux. Donc oui, il y aura... Enfin, M. Trump, vous l'avez entendu. Ce type, franchement, je ne sais pas dans quel univers il vit, mais c'est comme ça. C'est lui. André, imaginons qu'ils essayaient d'obtenir quelque chose avec Your Red. Est-ce que c'est réalisable militairement, avec ce qu'ils font? Non, non. Comment pourrait-il atteindre un objectif sans, en gros, vaincre militairement le principal, enfin, disons, le détenteur des clés du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'Iran? Ils prennent un risque. Et encore une fois, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Moi, je n'y crois pas. J'attends toujours 24, 48, parfois 72 heures avant de me prononcer. Mais on entend dire « Ah oui, on a touché un destroyer américain ». Peut-être, et j'espère que non. Je ne veux pas que ça s'envenime, mais ça va continuer. Ces tentatives, ces soubresauts, parce que ça ressemble vraiment à des soubresauts, pas à une opération réfléchie et sérieuse, ce sont des convulsions. On se dit juste « bombardons quelque chose ». Déclarons quelque chose. Déplaçons quelques destroyers vers, disons, les abords du détroit d'Ormuz. Immédiatement, ils se retrouvent à nouveau sous la menace d'être frappés par des missiles anti-navires ou par tout ce que l'Iran peut avoir. Alors ils vont continuer à bombarder, faire des raids, se replier, voir ce qui se passe. Parce que c'est la seule façon de faire. C'est en gros une répétition du Vietnam à bien des égards. Vous savez, linebacker 1, linebacker 2, on les bombarde et on voit ce qui se passe. Ils bombardent, rien ne change et tout se termine à Paris en 1975. Et c'est exactement le même schéma aujourd'hui. C'est ça, la manière américaine de faire la guerre. Ils pourraient envoyer quelques forces spéciales. Ils pourraient bombarder certaines installations. Et c'est à peu près tout. S'ils veulent mener une vraie guerre, il faudrait qu'ils instaurent la conscription aux États-Unis, qu'ils enrôlent, disons, quelques millions de personnes, qu'ils passent, je ne sais pas, 2 ans à les préparer pour une guerre que les États-Unis n'ont jamais menée. Et ensuite, qu'ils essayent d'envahir l'Iran. D'ici là, les Iraniens, qui sont des gens assez sophistiqués, sauraient très bien à quoi s'attendre. Et encore une fois, pour ce qui est du sort de la base américaine aujourd'hui, à Bahreïn, le quartier général de la 5e flotte est littéralement en train d'être réduit en bouillie. Alors, s'ils pensent pouvoir installer des bases ou des zones de déploiement, vous savez, dans les zones d'assemblage, j'ai un message pour le Pentagone. Ils résonnent encore dans leur paradigme de 1945. Vous voyez. Que voulez-vous que je dise? C'est leur seule façon de penser. Bien sûr, ils ont aussi cette autre option, dite de Samson, qui serait « Dieu nous en garde, nucléaire ». Mais là, évidemment, les États-Unis deviendraient un État paria. Et ça, c'est tout un autre problème. On ne va pas s'aventurer là-dedans. Voilà la situation. À part ça, déplacer 2 ou 3 destroyers par-ci par-là, encore faut-il les armer avec ce qu'on a pour ces navires. Et ce qu'ils ont, ce sont des missiles SM-6, SM-2 et SM-3, chargés dans ces 96 cellules. Au moins la moitié sont des armes de frappe. Ils pourraient changer la configuration, tu vois. Au lieu de 48 contre 48, ils pourraient fabriquer moins de Tomahawk, ceux qu'ils chargent dans les lanceurs MK-41, et embarquer plus de missiles SM-6. Ils ont aussi l'ESSM, le missile Sea Sparrow, le RIM qui se lance depuis le pont. Et c'est à peu près tout. Honnêtement, ils n'ont rien de plus. Donc oui, ils peuvent tirer ces Tomahawks. Mais bon, ils vont encore voler quelque part. Certains seront abattus, d'autres toucheront.
je sais pas, une école maternelle ou quelque chose comme ça. Et après ça, quelle est la valeur de ces navires? Très faible. Très faible, parce qu'ils ne sont plus que des cibles prestigieuses flottantes. C'est aussi simple que ça. Et ils doivent prier pour que les systèmes Aegis et SPY-1D ou le SPY-6, s'il s'agit des destroyers Arleigh Burke de type Flight 3 et suivant, fonctionnent correctement face à une salve massive qui arrivera. Voilà la situation. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas précis, la tactique détermine les résultats opérationnels et stratégiques. Et encore une fois, on ne peut qu'être ici à essayer de deviner ce qui se passe là-bas. Mais de toute évidence, les deux camps publient des déclarations contradictoires. À ce stade, je serai très prudent avant de prendre pour argent comptant quoi que ce soit venant du CENTCOM, vu tout ce qui se passe là-bas. Et encore une fois, il y a un autre danger lié aux mines. Les mines sont là. Les Iraniens savent où elles sont. On ne peut pas les déminer sans un accord de paix. Trump est incapable d'un accord de paix. Il est contrôlé par Israël. Il appartient à Israël. Washington, D.C. appartient à Israël. C'est aussi simple que ça. Et les États-Unis vont exécuter la volonté d'Israël. Israël et Netanyahou forment en gros un cercle criminel. Ils ont besoin d'une guerre, sinon il finit derrière les barreaux. Et c'est aussi simple que ça. Franchement, c'est vraiment très simple. Donc ça va continuer d'une certaine manière. Et l'Iran va continuer à réagir. Ils ont évidemment beaucoup d'armes pour répondre. Voilà. André, ils ont réussi à faire croire en Occident que tout le pays s'effondrait. Tu te souviens comment tout ça a commencé? Ils disaient qu'il n'y avait plus aucun soutien pour le gouvernement, que tout s'écroulait de l'intérieur. Et là, tu vois ces funérailles arriver. C'est incroyable. Franchement, de mon point de vue, je n'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais rien vu de pareil. Personne n'a jamais rien vu de tel. Oui, mais oui, c'est comme ça. C'est pareil avec Poutine. Vous savez, le régime de Poutine il est à bout de souffle. Il est sur le point de s'effondrer. Les gens qui disent ça, d'abord, il faut comprendre le niveau intellectuel extrêmement bas des élites occidentales. Prenez pratiquement n'importe quel professeur dans les sciences humaines. C'est de la fraude académique, ce qu'ils enseignent là-bas. Peu importe la discipline, c'est un domaine complètement bidon. La science politique, par exemple, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un savoir-faire, c'est du vent. Ou le journalisme. Ils ne savent rien du monde réel. Ce sont une bande de gens formatés, des idiots diplômés pour la plupart. J'en vois beaucoup enseigner dans les académies militaires et les écoles de guerre américaines. Ce sont de vrais crétins. Je peux citer Sarah Payne, Victor Hanson. Ils n'ont absolument aucune idée de ce États-Unis. Oui, c'est pareil ici. Souvenez-vous, Khamenei n'est pas populaire. Le peuple se soulève. Et oui, 40 millions de personnes, soit à peu près la moitié de la population de l'Iran, ont fait leurs adieux à leurs dirigeants. Vous ne pouvez pas réparer ça. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aller par exemple à la CIA. Les gars, vous êtes des amateurs. Les vrais professionnels là-bas à la CIA, eux, ils n'ont pas de promotion. Ils n'accèdent pas au pouvoir. Vous pouvez aller au Pentagone, c'est pareil. La plupart de leurs généraux et amiraux sont des amateurs. Ils vivent dans un monde imaginaire, un conte de fées fabriqué par Hollywood. Ceux qui sont vraiment compétents, qui ont de l'intégrité, encore une fois, eux, n'arrivent jamais aux manettes du pouvoir. Est-ce que quelqu'un refuse de servir? Pas besoin de refuser. On peut toujours démissionner. Oui, ça va ruiner votre carrière et votre avenir. Mais bon, on peut le faire. Si on a une conscience, si on a du courage. J'ai vu un seul major de l'armée de l'air américaine qui ait eu assez de courage pour se présenter devant le Congrès des États-Unis. La plupart sont corrompus et les autres essayent juste de leur trouver des excuses, alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes. Ils servent, vous savez, leur maître israélien.
Et cet homme, qui n'est déjà plus vraiment un être humain normal, je l'ai vu parler. Il dit, c'est, je crois, un lapsus freudien. Il appelle ce drogué de Zelensky « Monsieur Poutine ». C'est dire à quel point il est obsédé par tout ça. En gros, c'est un rat acculé maintenant. Et c'est mauvais, d'accord? La seule chose qu'ils font, comme je l'ai déjà dit, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de la communication. C'est tout. De la propagande à la Goebbels, du lavage de cerveau. En termes d'application concrète des compétences managériales, scientifiques, technologiques et tout ce qui va avec, les États-Unis sont déjà militairement, comme je l'ai déjà dit, pas une nouvelle génération. Ils ont environ 20 ans de retard sur le plan de l'organisation, de l'équipement, de l'art opérationnel et de la vision stratégique de la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Boum! C'est la seule chose qu'ils savent faire. Voilà ce qui arrive quand votre histoire est en grande partie inventée. Quand vous vous racontez ce conte de fées selon lequel, oui, on a bombardé l'Allemagne nazie jusqu'à sa reddition. Bien sûr. Voilà qui ils sont. Pas tous, attention, je ne fais pas de généralisation abusive. Mais les États-Unis, et l'Europe avec eux, subissent depuis les années 80 un processus de sélection négative. C'est à ce moment-là que ce genre de choses a commencé. Mais pour une raison ou une autre, que ce soit l'implication des services spéciaux, la CIA, le BND ou le MI6, ou celle de leurs élites, on voit littéralement une dégénérescence de l'intellect, ou de ce qu'on appelle ainsi aujourd'hui. Et on le voit bien, le niveau intellectuel, c'est celui du tiers-monde. Prenez n'importe lequel d'entre eux. Tout ce qu'on voit, ce sont des gens hypersensibles, émotifs, incapables, non seulement d'accepter la critique, mais même d'accepter les faits. C'est ça, toute la tragédie. On ne peut pas venir leur dire « voilà le fait, voilà la preuve empirique », parce qu'ils vont le nier. Ils s'en vont parce que c'est leur nature. Ce sont des gamins, des enfants gâtés. Voilà ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on forme dans les universités de l'Ivy League. Une bande d'imbéciles. Voilà la réalité. On dirait que l'administration Trump essaie désespérément de produire plus d'armes, plus d'armement. Ils font tout en ce moment, André. D'après ce qu'on a appris du côté iranien, si la guerre s'intensifie, l'un des commandants iraniens a dit qu'un missile hypersonique tiré d'Iran vers Israël mettrait, disons, 6 à 7 minutes pour atteindre sa cible. Et est-ce qu'il existe un système de défense aérienne en Israël ou quelque chose du genre? Que peuvent faire les États-Unis avec ce qui se passe sur les bases aériennes du Golfe Persique? Ils ne les ont plus. En Jordanie, c'est pareil. Et en Israël, certaines cibles ont été touchées. Je ne sais pas, comment tu vois la situation en Israël? Parce qu'Israël a déclaré, les médias israéliens l'ont dit aujourd'hui, qu'ils sont prêts à riposter. Oui, enfin, on ne peut pas prendre au sérieux quoi que ce soit qui vienne de ce pays, en fait. C'est un régime terroriste, tout simplement. Ils mentent tout le temps. Et en plus, tout est contrôlé, tout est censuré, parce que, enfin bref, leur seul vrai savoir-faire, c'est le génocide. D'abord, je veux corriger quelque chose. L'Iran n'a pas d'armes hypersoniques. Personne n'a de vraies armes hypersoniques. Ce que l'Iran possède, c'est la même chose que certains autres pays, c'est-à-dire des ogives balistiques, un peu manœuvrables. Par définition, surtout s'ils suivent une trajectoire balistique classique, ces engins, comme ils sont de portée intermédiaire, atteignent des vitesses dites hypersoniques. L'Iran, en théorie, et je pense qu'ils ont cette technologie, peut aussi lancer un missile sur une trajectoire balistique abaissée. Ces engins-là sont très rapides, ne vous y trompez pas. Mais encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce que signifie vraiment hypersonique. Et même avec ce que possède déjà l'Iran, c'est suffisant pour percer n'importe quel système que les États-Unis ont. On ne parle pas d'Israël, parce que la défense aérienne d'Israël, c'est celle des États-Unis. Tous ces systèmes israéliens, comme le dôme de David et le reste, ce sont en réalité des technologies
Boeing, Lockheed et Raytheon. Il suffit, vous savez, de changer les plaques, les étiquettes, de fabriquer aux États-Unis à fabriquer en Israël. C'est à peu près tout. Donc, ils sont sans défense. Et en gros, l'Iran peut percer quand il veut. Et il faut qu'on regarde ça de près. D'abord, je veux redire tout de suite, je ne sais pas encore ce que ce pasteur raconte encore une fois, toutes sortes de choses absurdes. Alors, premièrement, ils ne sont pas efficaces à 4%. Il faut déjà distinguer contre quel type de cible ils opèrent. Le PAC-3 n'est pas à 4%. Ils arrivent quand même à abattre certaines choses, comme des missiles balistiques primitifs. Parfois, ils ont leur réussite. Ils peuvent encore abattre des cibles aérodynamiques de type subsonique. Donc, vous savez, des avions ou évidemment des drones, comme les Shahed à longue portée dans ce cas. Certes, ils arrivent à suivre la trajectoire, à verrouiller la cible, et parfois, oui, ils les touchent. Ce n'est pas 4%. C'est plutôt, comme je l'ai déjà dit, entre 20 et 30%. C'est toujours pathétique. Ne vous y trompez pas, c'est pathétique. Mais ce n'est pas 4%. Et même si on considère que c'est 20 à 30%, ça veut dire qu'ils restent sans défense. En gros, ils ne peuvent même pas atténuer ni freiner une attaque, quelle qu'elle soit. Et l'Iran peut frapper, avec ce genre d'attaque complexe, n'importe quelle cible, aux États-Unis ou en Israël, dans la région. Oui, donc si vous abattez, disons, 2 missiles sur 10, vous finissez quand même pulvérisé, en gros. Et on le voit bien, regardez les vidéos d'aujourd'hui en provenance de Bahreïn, ils en ont probablement abattu un seul. Le reste a continué sa trajectoire et a explosé sur la cible. Et oui, c'est ce que fait l'Iran. Ils ont la technologie pour contourner ça. Et puis, il faut dire aussi que les États-Unis n'ont pas de défense aérienne vraiment fonctionnelle. Personne n'en a, pas même l'OTAN. Et c'est justement ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, dans ce cas, cette efficacité, ou plutôt ce manque d'efficacité, c'est clairement une faiblesse stratégique. Elle se propage du niveau tactique et opérationnel jusqu'au niveau stratégique. Et donc, c'est justement un des points auxquels ils n'ont jamais vraiment réfléchi. Parce que tout le concept de la défense aérienne américaine repose sur un assemblage un peu aléatoire de systèmes comme les NASAMS et les PAC-3. Ah oui, on a l'armée de l'air, bien sûr. Bonne chance pour utiliser l'armée de l'air comme système de défense aérienne. Ils pensaient pouvoir faire du SAID, la suppression des défenses aériennes ennemies, comme ils l'ont fait contre un pays comme l'Irak, qui à l'époque avait un système de défense aérienne datant d'avant la guerre de sécession américaine, vers 1861, quelque chose comme ça. Ah oui, on l'a neutralisé. Non, c'est pas vrai. Et même là, ils ont eu des problèmes. Là, on parle d'un pays très moderne, technologiquement avancé, avec une vraie capacité industrielle, comme l'Iran. Et ils continueront à faire exploser des choses aussi longtemps qu'il le faudra. André, qu'en est-il des capacités des États-Unis à produire de nouveaux missiles? Peut-être des missiles hypersoniques. Non. Non, il faut bien comprendre. Ce qu'on entend partout, ce qu'on lit dans les journaux, c'est que les États-Unis sont très loin de développer de véritables armes hypersoniques. À mon avis, ils ont induit en erreur pas mal d'officiers de l'état-major russe et du ministère de la Défense. Quand M. Hexer, lors de sa visite sur un des sites d'essai où on lui a présenté cette arme hypersonique à longue portée, a découvert que cette soi-disant arme hypersonique pesait 13 kilos. Vous vous souvenez de ce moment dans L'espion qui m'a tiré? Le docteur Denfer, Mike Myers, qui dit « Vous allez devoir me donner $1 million ». Et tout le monde à l'ONU éclate de rire, parce que franchement, $1 million aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. Eh bien, c'est pareil ici. Une ogive de 13 kilos? Vous vous moquez de moi? Il ferait mieux de charger un canon de 155 mm
et d'essayer de l'amener sur la ligne de front. Voilà où nous en sommes. En fait, tout tourne autour de la rentabilité, du capital. Attention, ça ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas de bons ingénieurs ou de bons concepteurs. Bien sûr qu'ils en ont. Qu'on ne s'y trompe pas, il y a encore des gens très compétents. Certaines de leurs écoles de sciences et de technologie sont parmi les meilleures au monde. Ce sont vraiment d'excellentes écoles, il faut le reconnaître. Quand je parle de l'Ivy League, je parle surtout de leurs diplômes en sciences humaines. En gros, ce sont des usines à diplômes, c'est ce que c'est. Mais pour les maths, la physique ou ce genre de domaine, ce n'est pas mal du tout. Et évidemment, les États-Unis disposent d'une des meilleures, sinon de la meilleure base de laboratoire au monde. Le problème, c'est le système lui-même. Le mécanisme, si on veut, est conçu de telle manière qu'il est évident pour tout le monde que ces armes sont fabriquées comme des produits commerciaux. Et maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé pendant plus de 40 ans, et même avant, on se retrouve soudain dans une situation où, mon Dieu, on est resté bloqué dans les années 90. Oui, les années 90, ça fait 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ce truc, le Tomahawk, hein? Combien de versions déjà? Bloc 4, bloc 5? Oui, ils ont un peu amélioré l'antenne, un peu le guidage, le GPS, tout ça. D'accord, très bien. Le problème, c'est que la défense aérienne moderne, elle, avance à une vitesse folle. Parce que même les Syriens, souvenez-vous, en 2018, sur 100 Tomahawk et JAS, 79 ont été abattus par la défense aérienne syrienne, évidemment avec l'alerte précoce donnée par les Russes. Et voilà, c'est ça la guerre moderne. Et ils n'arrivent toujours pas à le comprendre. Ils continuent à développer ce truc. Ils réfléchissent juste assez. Et puis bien sûr, regardez le F-35. Le dernier rapport, vous l'avez lu? Celui du Bureau de la responsabilité du gouvernement en juillet 2020, c'est en gros la description d'une catastrophe technologique. Et peuvent-ils y changer quelque chose? Non, parce que c'est le complexe militaro-industriel, congressionnel, médiatique. Une porte tournante avec toujours les mêmes personnes, corrompues jusqu'à la moelle, qui ne se soucient que de quoi? Des actionnaires, de la capitalisation et de faire de l'argent. La vraie guerre, ils en ont jamais vu, de vraie guerre. Vous savez quand quelqu'un me dit « Oui, c'était une vraie guerre, on a vaincu l'Irak, s'il vous plaît. » L'Afghanistan, c'était juste une opération de police à haute intensité. C'est à peu près tout. Et même ça, ils l'ont perdu. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui avec l'Iran. Encore une fois, opération militaire spéciale. Oui. Andrei, tu sais, la Turquie essaie d'acheter des F-35 aux États-Unis. C'est l'un des principaux objectifs d'Erdogan en ce moment. Et on sait qu'Israël est totalement contre. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ces F-35? Quelles sont leurs capacités? Et en quoi ça va changer leur position? Parce qu'il y a une sorte de lutte interne au sein de l'administration Trump, à cause d'Israël, tu vois. Il va les contrôler. Oui. Enfin, encore une fois, Trump fera ce que Myriam Adelson lui dira de faire. Et sans doute qu'on lui a déjà expliqué qu'il n'est pas, vous savez, une figure autonome. Il doit le faire. Et puis les dossiers Epstein, les gens pensent que c'est tombé dans l'oubli. Non. Franchement, allons. On sait tous de quoi il s'agit. On ne peut juste pas le dire. On ne peut pas le dire à cause évidemment de la présomption d'innocence et de ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde comprend. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si la Turquie veut acheter cette camelote, qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, ce roman, pour ainsi dire, ce roman d'horreur autour du F-35, peu importe comment ils essaient de le réparer, on ne peut pas corriger quelque chose qui n'était pas bon dès le départ, vous voyez. Et si la Turquie veut l'acheter, eh bien, qu'elle le fasse.
La seule raison pour laquelle ils veulent l'acheter, c'est qu'ils avaient là-bas des installations de production qui faisaient partie de leur chaîne d'approvisionnement pour le F-35. Ils fabriquaient des éléments du fuselage et des ailes en Turquie. Qu'ils le gardent, franchement, oui, qu'ils le gardent. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, leur position sur la guerre et sur le Pentagone relève d'une vision complètement déconnectée de la réalité. Ils continuent à lancer toutes sortes de projets absurdes. Et encore une fois, regardez un peu. Ça fait combien d'années maintenant? Je crois que le F-35 a commencé à être livré aux premières unités de combat vers 2006. 20 ans plus tard, et pas un seul F-35 n'est réellement prêt au combat, capable d'accomplir les 6 missions essentielles pour lesquelles il a été conçu. Aucun. Regardez les chiffres. Enfin bref, oui, qu'ils achètent s'ils veulent. Israël a accepté que, si on veut leur en vendre, on peut proposer une version allégée du F-35, puis la vendre à la Turquie. Andrei, on dirait que ce n'est pas seulement une question de prix pour le F-35. L'entretien de cet avion est vraiment étrange quand on regarde les chiffres et la façon dont tout ça fonctionne. Je pense qu'ils vont devoir faire appel à ces entreprises, au complexe militaro-industriel américain, pour s'en occuper, parce qu'ils ne pourront pas le faire de manière autonome. Eh bien, d'abord, on peut tout simplement l'arrêter, voilà. C'est comme les voitures modernes. On peut les couper à distance depuis les États-Unis. Et si vous ne le pilotez pas, en réalité, vous le louez, vous ne l'achetez pas. Ensuite, toutes ces prétendues capacités ont été tellement exagérées que pour l'essentiel, c'est de la propagande. Oui, il a un bon radar, il a des capacités de réseau, mais pour ce qui est du vol, de la furtivité et tout le reste, c'est du vent, franchement. Donc, c'est surtout de la propagande, développée depuis, je ne sais pas, les années 90. Et c'est un avion de hangar. Les États-Unis ne produisent plus d'avions de combat qui ne soient pas des avions de hangar. Il faut, je crois, enfin, ne me citez pas là-dessus, il faut, pour 1 heure de vol d'un F-35, environ 30 heures de maintenance. Ça, ce n'est pas un avion de combat. Ce n'est pas un avion de combat. C'est une pièce d'exposition, ou quelque chose du genre, faite pour qu'on la regarde, pour qu'on y réfléchisse. Mais ce n'est pas un avion de combat. Il ne peut pas fonctionner dans beaucoup d'autres conditions environnementales. Et franchement, c'est presque pathétique, vraiment. Alors, s'ils veulent l'opposer à un R-77 ou un R-37, qui se moquent complètement de votre furtivité, eh bien, qu'ils y aillent. C'est comme ça, tout simplement. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, comme je l'ai déjà dit, c'est de la propagande, du Hollywood, des déclarations grandioses. Mais au final, ce qu'ils ont, c'est en gros un citron. Un appareil bon peut-être pour affronter, je ne sais pas, quelques tribus dans le Pacifique, quelque part dans l'océan. Là, d'accord, ils ne risquent pas de se faire tirer dessus à l'arc. Mais dans la réalité, dans des conditions de combat réelles, surtout face à une vraie défense aérienne, c'est une toute autre histoire. L'une des grandes inquiétudes en ce moment, André, pour les gens aux États-Unis comme Tucker Carlson, c'est cette idée qu'on n'a pas besoin d'être aussi proche d'Israël, ni sur le plan militaire, ni sur le plan du renseignement. Il y a 2 résolutions en cours, les sections 224 et 662. En gros, elles visent à tout fusionner entre les États-Unis et Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les futures guerres d'Israël? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont tout garantir à Israël? Oui, c'est ce qui se passe maintenant, de toute façon. Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat. C'est fini. Le Pentagone, les forces armées des États-Unis, sont devenues les forces armées d'Israël. Donc ils prêteront serment à Israël,
pas à la Constitution américaine ni au peuple américain. Et il faut l'accepter comme une réalité. C'est aussi simple que ça. Alors bon, si à Washington ça leur convient, qui suis-je moi pour, vous savez, changer quoi que ce soit? Les États-Unis, en gros, eh bien voilà le résultat. Et donc, dans ce cas, comme je l'ai déjà dit, je comprends pas pourquoi les gens en font tout un drame. Le fait est qu'ils existaient déjà avant. L'armée américaine, c'est un peu la force de frappe d'Israël. Autrement dit, elle exécute les ordres d'Israël. Sauf que maintenant, c'est tellement flagrant, tellement visible, que je ne sais même plus comment le dire autrement. Il faut appeler les choses par leur nom. La seule différence, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ils vont peut-être modifier le serment, celui qui est censé être prêté à la Constitution américaine et au peuple américain. Ils y ajouteront sans doute Israël, et les militaires américains continueront à prêter serment à Israël, puis à la Constitution des États-Unis, ce qu'il en restera, et au peuple américain. C'est triste, mais je n'exagère pas du tout. C'est ce qui nous attend. Et apparemment, ça ne pose de problème à personne. Il y a tellement de sionistes à Washington. Washington est sioniste, en fait. C'est comme ça. Quand ils ont signé le protocole d'accord, la première clause portait sur le retrait d'Israël du Liban. Ensuite, on voit les États-Unis réunir Israël et le gouvernement libanais pour signer un nouveau protocole d'accord entre les deux, qui dit en gros qu'Israël va rester là-bas. Et puis on voit l'administration Trump parler d'envoyer des troupes américaines au Liban. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, André? Militairement, qu'est-ce que ça signifie, envoyer des troupes américaines dans le sud du Liban? Je ne sais pas. Enfin, c'est difficile de comprendre la logique géopolitique et les intérêts nationaux de la Syrie chez Trump, même si on met de côté l'influence évidente d'Israël sur la plupart de ses décisions concernant le Moyen-Orient. Ça n'a aucun sens, parce qu'il faut d'abord regarder autour de lui, voir qui l'entoure. Et dans ce cas, c'est probablement pour adoucir la pilule pour Israël, pour dire « Regardez, on a quand même des troupes qui sont en gros vos alliés au Liban. » Parce que Trump avait besoin de ce tour de passe-passe libanais. C'est de la prestidigitation en fait. Tout est calculé, c'est des manœuvres de la main, un jeu de bonneteau, si on veut. Et donc c'est une façon de dire aux Iraniens, vous voyez, on a plus ou moins réglé cette affaire. Ils ne peuvent rien régler. Ils n'ont aucune carte en main. Ils n'ont aucun moyen de changer quoi que ce soit là-bas. Mais ils doivent quand même, d'une façon ou d'une autre, calmer Netanyahou et son cercle de fanatiques. Voilà leur manœuvre. Ils appellent ça de la diplomatie, aux États-Unis. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est en gros un cirque. C'est exactement ça. Et donc, dans ce cas, quand on parle de « Ah oui, on va placer des troupes ici », c'est censé être un protocole d'accord. Sérieusement. Allons, faut arrêter. Jetez ça à la poubelle. Ça ne vaut même pas la peine d'en discuter. Les protocoles d'accord ne sont pas des documents contraignants. Et d'ailleurs, même les documents contraignants ne veulent rien dire pour les États-Unis et pour l'Occident collectif. Point final. Ils n'ont aucun honneur. Enfin, Trump, lui, est le maître de sa parole. Il peut la donner. Il peut revenir sur sa parole. Donc oui, il est vraiment maître de ce qu'il dit. On est en train de discuter de quelque chose qui ne devrait même pas être discuté, parce qu'il faut partir du principe qu'il mente. Aujourd'hui, M. Lavrov a déclaré, et je le cite, « Nous ne vous faisons pas confiance. » Les Russes ne l'ont jamais fait, en réalité, pour ceux qui croient encore le contraire. Et c'est inutile. Totalement inutile. Seul le combat, seule la guerre maintenant tranchera la question. Et les États-Unis ont déjà été vaincus. Mais bon, ils vont continuer à avoir ces convulsions, comme un boomerang, tu vois, du genre « Allez, faisons exploser quelque chose sur l'île de Khark. » Cet idiot, pardonnez-moi, veut déjà dire « Reprenons l'île de Khark. » Eh bien, bonne chance pour la reprendre, et on verra bien ce qui se passera.
Mais voilà, c'est à ça qu'ils en sont capables. Comme vous l'avez mentionné, Lavrov a déclaré aujourd'hui que la Russie ne croirait plus à la volonté de l'Occident de trouver une solution négociée pour l'Ukraine. Et c'est bien le sentiment du côté russe. Et Andrei, je pense qu'il faut regarder les deux camps. Que ce soit face à l'Iran ou face à la Russie, tout dépend du complexe militaro-industriel, des missiles, des intercepteurs, de tout ce qu'ils ont pour affronter ces deux pays. Et Donald Trump, comme je l'ai dit, essaie désespérément de produire plus de missiles, plus d'intercepteurs, pour continuer le combat et rester dans la bataille. Alors, pensez-vous qu'au final, ces deux fronts vont finir par mettre le complexe militaro-industriel à genoux? Parce que finalement, c'est la seule issue possible pour ces deux situations. Non, vous savez, ça dit qu'on ne peut pas produire. Encore une fois, le mot soutien ou maintien, c'est très à la mode chez tous ces gens du Pentagone. Il faut soutenir, maintenir et tout ça. Mais les États-Unis ne peuvent rien soutenir du tout. En fait, ils ne l'ont jamais pu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont toujours été très prudents dans le choix de leurs ennemis, comme l'Irak par exemple. Parce que oui, ils peuvent tenir peut-être un mois. Après, c'est fini. Et ça a été reconnu par... Écoutez, c'est pas un type russe qui le dit ici. Je cite des professionnels américains, ceux qui sont partis, et qui ont dit que, dans le cas d'une guerre, disons avec la Russie, parce qu'il y a encore des idiots qui croient qu'ils peuvent combattre la Russie, eh bien, on serait à court de tout en 2 semaines. Vous l'avez vu vous-même. Même face à l'Iran, les États-Unis ont en gros consommé en 2 semaines, disons un mois, la moitié de leur arsenal d'armes à longue portée. Et ils ne peuvent pas en produire beaucoup, peut-être 700 missiles de défense aérienne par an. Oui, ça correspond à peu près à une seule nuit d'opération de la défense aérienne russe. Voilà la réalité. Beaucoup de gens n'ont pas conscience des chiffres, ni des ordres de grandeur. Ils pourront peut-être en produire 1500 à nouveau, mais quand on regarde la consommation et qu'on prend en compte l'efficacité réelle, les probabilités réelles d'abattre une cible, c'est là qu'on calcule la dépense. C'est une équation de base, logarithmique, exponentielle. C'est de la théorie classique des probabilités. Oui, si tout à coup, la probabilité de toucher avec un seul missile passe de la valeur annoncée, qui est complètement bidon, on le savait, de 0,85 à sa vraie probabilité, qui est plutôt autour de 0,4. Eh bien là, regardez les dépenses réelles. Elles explosent littéralement. Et donc on parle d'environ 1500 missiles. Ils sont faibles dans un vrai combat quand des centaines de missiles ennemis sont tirés contre eux. Et même si on en intercepte une partie, la théorie des probabilités pure et simple ne s'applique pas aussi facilement ici. Il faut prendre en compte beaucoup d'autres facteurs qui sont en gros résumés dans ces probabilités. Et encore une fois, on sait par exemple que 3 des 8 systèmes Ta'ad ont été détruits par l'Iran. Et ça veut dire quoi? 3 radars extrêmement coûteux, de très bonne qualité, qui auraient pu servir de système d'alerte précoce, ont été détruits. Voilà où on en est. Alors, comment on calcule ça? Eh bien, les modèles sont assez complexes, et les Iraniens sont d'excellents mathématiciens. Ils font leurs calculs d'une manière qui n'a rien à envier à ce que les ordinateurs produisent pour les gens qui, vous savez, travaillent au Pentagone. Donc, ils connaissent la situation, ils comprennent les dynamiques, ils connaissent leurs propres capacités et ils comprennent aussi leur endurance. Et l'endurance, c'est quelque chose de mathématique. C'est en gros une espérance mathématique. Donc, ils savent comment ça fonctionne. Est-ce que les gens du Pentagone le savent? Certains, oui. D'autres, non. Ils se contentent de suivre le mouvement. Et encore une fois, écoutez, vous voyez, Larry Wilkerson est un homme que je respecte énormément. Le colonel Wilkerson est venu plusieurs fois dans votre émission.
Demandez-lui. Il vous le dira. Même pendant les élections de 2003, le Pentagone était dirigé par Israël, franchement. Il vous dira que Douglas Feith et le département politique, vous savez, la partie politique du Pentagone, c'est eux qui géraient les choses. Ils le faisaient pour Israël. Ils étaient sous le contrôle d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous voulez attendre d'autre? Et comme je l'ai déjà dit, moi je regarde maintenant les résultats, surtout au niveau tactique, au niveau très tactique, c'est-à-dire au niveau du régiment, de la brigade, surtout à ce niveau-là. Et je regarde aussi le niveau divisionnaire, qui est déjà un niveau opérationnel, tactique et opérationnel, au niveau du corps d'armée et au-dessus dans l'opération militaire spéciale. Tout ce qu'ils ont fait depuis 2022, depuis la fin de 2022, c'est en gros l'œuvre d'amateurs qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et ces amateurs, devinez qui c'est? Le groupe de Wiesbaden, si quelqu'un pense encore que l'Ukraine se bat toute seule. Vous avez ces types-là, ces Agutas, ce Donahue, tous ces généraux de la Bundeswehr, tous ces amateurs venus de Londres, avec leurs certificats et tout le reste, qui ne comprennent absolument rien aux opérations. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié 2 400 000 Ukrainiens comme chair à canon. Ces gens-là sont des criminels de guerre. En gros, ils jetaient, si je peux dire, de l'argent bon après de l'argent perdu. C'est ça qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'ils comprennent seulement ce qu'ils ont fait? Non. Ils n'ont aucun honneur, aucune intégrité. Ils n'ont plus rien d'humain parce que ce sont des lâches. Ils n'ont jamais connu la vraie guerre. Leurs familles sont en sécurité ici, aux États-Unis. Leurs femmes ne seront pas violées. Leurs enfants ne seront pas tués. Leurs maisons ne seront pas bombardées. Voilà, c'est ça, la manière américaine de faire la guerre. Parce qu'ils se battent toujours ailleurs, pendant que leurs familles aux États-Unis, du moins jusqu'à présent, faisaient, vous savez, d'énormes profits en bourse, ou peu importe. C'est fini. C'est fini. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce qu'en réalité, tout le système, tout le paradigme a basculé. Et maintenant, soudainement, les États-Unis se retrouvent face à de vrais ennemis, de vrais adversaires, capables de riposter, très courageux, qui se battent pour leur patrie. Un concept dont aucun soldat américain, aucun agent de la CIA, ni personne de ce genre n'a la moindre idée. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le lavage de cerveau qu'on leur fait. On se bat pour la démocratie et la liberté. Non, c'est pas vrai. Vous n'êtes rien d'autre qu'une force expéditionnaire, envoyée pour faire respecter la domination impériale. Point final. Voilà pourquoi ils tuent des civils. Ils appellent ça choc et effroi. Et les Européens arrivent en Asie de l'Ouest. Ils sont allés à Oman. Ils ont essayé de convaincre le gouvernement omanais qu'ils allaient envoyer des dragueurs de mines pour les aider. À mon avis, c'est une sorte de geste désespéré pour montrer à Washington: regardez, on vous soutient, alors vous devez nous soutenir en Ukraine, vous devez en faire plus. Ce sont à ce jour 2 acteurs, j'en parlais avec Michael Hudson et Richard Wolff, Israël et l'Europe, qui essayent de faire bouger le chien dans la direction qu'ils veulent, pour reprendre leur expression. Et quand on regarde le comportement des Européens, la poursuite de la production de nouveaux drones, et cette idée qu'ils essayent d'imposer à tout le monde que l'Ukraine est en train de gagner, eh bien, continuons sur cette lancée. C'est cet état d'esprit qui domine en Europe. Ils essayent de convaincre Washington qu'ils sont en train de gagner, qu'ils font quelque chose en Ukraine. Et toi, comment tu comprends cela? Parce que, comme l'a dit Donald Trump, Andrei, il a affirmé que la guerre en Ukraine n'a aucun impact sur les États-Unis. Quelle absurdité. Oui, franchement. Écoutez, on est en train de parler de « il a dit, elle a dit ».
Les dirigeants européens ne devraient pas être pris au sérieux, pas plus que l'Europe elle-même. L'Europe, c'est fini. Et je le sais. La France aura disparu comme nation d'ici 2040. Les Français, en tant que peuple d'origine, eh bien, ils auront disparu. Le pays est en train de s'islamiser et de s'arabiser à une vitesse incroyable. En Angleterre, aujourd'hui, le prénom Mohamed est le plus populaire pour les garçons. Ça dit tout. Donc voilà, c'est la même chose ailleurs. L'Europe, c'est fini. C'est terminé. Elle ne se relèvera pas. Et c'est pour ça qu'ils essayent de... Enfin, il faut comprendre. Imaginez que vous êtes un type venu d'Angleterre, peu importe, de la haute société ou quelque chose comme ça. Vous entrez dans ces écoles réservées aux garçons, et là, vous êtes victime d'abus par des pédophiles. Ensuite, on vous lave le cerveau, un peu comme Boris Johnson, et vous êtes entouré d'imbéciles qui vont décrocher leur diplôme à Oxford, en littérature anglaise ou dans des trucs du genre, comme l'histoire. Donc, vous êtes conditionné. Vous n'êtes pas très malin, voyez. Alors la seule chose que vous voulez, c'est profiter de la vie. Est-ce que vous avez des qualités de dirigeant d'État? Non. Vous êtes dirigé par ces bons vieux copains et copines avec leur petit réseau. Militairement, vous êtes au mieux de 3e catégorie. Votre économie est en panne. Vous n'êtes même pas vraiment là, vous voyez, pas un pays sérieux. Et ce n'est pas seulement au Royaume-Uni, c'est pareil en Allemagne. Surtout quand on ajoute ce complexe d'infériorité et ce traumatisme permanent, parce que, eh bien, pour une raison ou une autre, l'Armée rouge a décidé d'en finir avec leur régime préféré, les nazis. Grattez un Allemand de l'Ouest, et qu'est-ce que vous trouvez? Un officier ou un soldat de la SS ou de la Wehrmacht. Voilà qui ils sont. Et l'Europe dans son ensemble, c'est ça. L'Europe de la grande science, des grandes idées, y compris les idées libérales. Enfin, les vraies idées libérales. Pas ce qu'on a aux États-Unis. Là-bas, c'est pas du libéralisme, c'est une sorte de culte de la mort, tout simplement. Alors tout ça, la Renaissance, les Lumières, les droits humains sous toutes leurs formes, tout ça a disparu. Ça n'existe plus. C'est une laideur totale de la civilisation européenne. Elle est dirigée par des pédophiles et des satanistes, et la plupart d'entre eux le sont. Si on regarde bien. Beaucoup d'entre eux soutiennent les nazis. Alors, que voulez-vous que je dise? Ils peuvent aller convaincre qui ils veulent. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez vérifier, si vous parlez à un professionnel en géopolitique, allez le voir et demandez-lui « Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le COFM, la corrélation des forces et des moyens ?» Et la plupart d'entre eux, ils vont décrocher complètement. Ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit, y compris beaucoup de militaires. Regardez ces militaires, comme cet amiral Bauer. Ce type, franchement, c'est un clone. Soyons sérieux. Ils sont très forts pour faire de grandes déclarations pompeuses. Et le dernier communiqué du sommet qu'ils ont publié, 6 petits paragraphes, une seule page. Ils n'ont rien à dire, à part ces mots à la mode grandiloquent. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, concrètement? Rien. Alors, ils jouent à ces jeux-là parce que les régimes en Europe sont à bout de souffle. Et la seule chose qui leur restera, ce sera de répéter tout long. Parce qu'à un moment donné, et c'est déjà en train d'arriver, l'Europe aura faim. Ne vous y trompez pas. Alors, comment vont-ils étouffer ce qui commence déjà à bouillonner, vous voyez? Au moins, je salue les Anglais, vraiment la façon dont ils se sont levés en disant « on ne peut plus supporter ça ». Cette, disons, quasi-anéantissement de la population autochtone, cette pédophilie, ces dissimulations à Rotterdam et tout le reste. Donc oui, ça commence déjà. Ils vont devoir le réprimer, c'est la seule façon pour eux d'y arriver. Parce qu'autrement, Macron, Merz, von der Leyen, tous ces gens-là, ce sont des criminels de guerre. Ils devraient être derrière les barreaux. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui encore, j'ai lu une nouvelle qui m'a glacé le sang. 5000 personnes sont mortes de la chaleur rien qu'en Allemagne la semaine dernière.
Waouh! Oui, et les Allemands. Donc si les Allemands veulent continuer à tolérer que des criminels les dirigent, eh bien qu'ils le fassent. Franchement, s'ils disparaissent, personne ne va pleurer. Moi, je dis toujours que la seule chose dont les Russes doivent se soucier, c'est de savoir quelles formations vont protéger les trésors du Louvre et des galeries d'art. C'est ça, l'Europe. Un trou du tiers-monde avec de jolies galeries d'art. Aussi simple que ça. C'est ce qu'elle est en train de devenir. Et c'est ce qu'elle deviendra. On y est presque déjà. Et donc, on a ce genre de jeu, cette sorte de bras de fer entre des entités qui, au fond, sont au bout du rouleau. La première, c'est Israël. Et je ne suis même pas sûr que ce pays survivra en tant qu'État. L'Europe, et puis vous avez les États-Unis. Mais les États-Unis, contrairement aux deux autres, ont des ressources. C'est un pays intrinsèquement riche, donc ils pourraient s'en sortir. Et puis les Américains, malgré tous leurs défauts, ont accès à l'information. Ils ont vraiment Tucker Carlson, Candace Owens, toutes sortes de gens avec des millions et des millions d'abonnés. En Europe, vous savez, RT, si vous utilisez ne serait-ce qu'une image de RT par accident, vous finissez en prison. C'est comme dans 1984. Ce sont les camps de concentration totalitaires dont les Européens semblent se satisfaire. En fait, vous allez être, disons, parqué dans ce camp de concentration, et à la fin, ce sera le mini-vrai, le mini-paix. Bon, ça c'est une autre histoire. Militairement, industriellement, technologiquement, les Européens sont en retard. Ils ne le savent pas encore, parce qu'ils se disent « Ah oui, Airbus, formidable ». Ou encore « On a de la construction navale, bien sûr, absolument. Mais est-ce qu'ils peuvent construire un vrai sous-marin nucléaire digne de ce nom? Non. Est-ce qu'ils peuvent bâtir un véritable programme spatial? Non plus. Ils ont quelques satellites, ils ont Ariane 5, ce qui est déjà pas mal. Mais à part ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Économiquement, ce n'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire. André, Netanyahou a dit qu'Israël est en train de construire de nouvelles alliances et de développer de nouvelles relations. Il a ajouté « C'est ce que je fais en ce moment avec l'Inde. » Oui, d'accord. Mais l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est de savoir si l'Inde est capable de remplacer ou au moins de participer à ce qu'Israël veut dans la région. Parce que si on va aussi loin pour soutenir Israël, ça veut dire on va tout lui fournir. Ils veulent tout. Non, l'Inde ne peut rien faire. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est revendre du pétrole et du gaz russe. C'est probablement tout. L'Inde dépend énormément des transferts de technologie russe, que ce soit pour les armes ou pour la technologie en général. Vraiment beaucoup. Et ce qu'ils peuvent apporter à Israël, franchement, je n'en suis même pas sûr. En revanche, ils envoient évidemment des migrants en Ukraine en ce moment. Il n'y a pas de conflit entre ces Indiens qui partent en Ukraine, et vous pouvez le vérifier. C'est partout sur Internet. Donc, si les Israéliens veulent accueillir quelques migrants indiens, pourquoi pas? Mais à part ça, tout le reste, c'est pas du tout sérieux, d'accord? Tout l'Occident, des États-Unis jusqu'à Israël, est devenu une sorte de, comme je l'ai déjà dit là-bas, un cirque, vous voyez? Ils présentent des numéros de trapèze et prétendent que ça a du fond. Et quand on regarde ça, bon sang. On se dit, jusqu'où sont-ils tombés? C'est un phénomène générationnel, un vrai bouleversement tectonique dans l'histoire de l'humanité, un de ces grands basculements, vous voyez? Et c'est la fin de l'Occident, tel qu'on le connaissait. Quant à l'Europe, eh bien, elle est déjà en gros devenue un monde de second rang. Tellement de choses le montrent. La dernière vague de chaleur a tout prouvé, tout ce qu'il fallait savoir sur l'Europe. André, pour conclure cette session, on a deux gouvernements, en Iran et en Russie.
Est-ce que tu penses que du point de vue de ces deux gouvernements, on en est arrivé au stade où les négociations, les discussions avec les États-Unis n'ont plus vraiment d'importance? Parce que quand on regarde ce qui se passe avec le protocole d'accord avec l'Iran, on voit chaque clause, une par une, être violée. Oui, il n'y a plus rien de solide, plus rien du tout. Yeah, it's nothing there anymore. throw it away. It's just nothing. J'étais ça. It's all garbage. Oui, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est que des bêtises. Oui. Donc oui, enfin, M. Medvedev l'a dit très clairement quand il était aux funérailles de l'ayatollah Khamenei. Il l'a exprimé avec beaucoup d'éloquence, en gros, ce que la Russie pense de tout ça. Et bien sûr, il a partagé la douleur et le soutien envers l'Iran et le peuple iranien. Il y a plusieurs aspects, mais je ne vais pas rouvrir cette boîte de Pandore concernant la coopération militaire. L'Iran a compris un peu trop tard qu'il fallait faire comme les Russes le proposaient. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard maintenant. But still, it's fine. It's not too late now. And so, Oui, donc l'Iran est essentiel pour la Russie. Pas vraiment pour des raisons d'accès à l'océan Indien ou à ce genre de choses, mais plutôt pour des questions de sécurité, celles de la Russie comme celles de l'Iran, surtout quand on pense à la mer Caspienne et à ses tentatives de déstabiliser les régimes corrompus d'Asie centrale, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, évidemment, n'a pas accès au Cachemire. Mais le Turkménistan, c'est une toute autre histoire. Quant au Kazakhstan, ils se sont vendus et ils continueront à le faire. C'est ce qu'ils font. C'est ce que font les limitrophes et ce genre de pays. Ils se vendent parce qu'au fond, ce sont des prostituées géopolitiques. C'est le destin des limitrophes. Ils ont des chimars au Kazakhstan, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et le Kazakhstan fait semblant de n'avoir aucun lien avec les drones lancés depuis son territoire contre les villes russes de l'Oural. Les Russes, eux, savent très bien qui ils sont et ce qu'ils font. Mais les Russes ont toujours agi selon ce principe, comme disait Frank Herbert dans Dune. Les formes doivent être respectées. Les Russes respectent les formes, diplomatiques, militaires, tout ça. Mais non, ces gens-là, ils essaieront de se vendre aux États-Unis ou à l'Europe, peut-être pour tenter de déstabiliser la mer Caspienne et toute la région. Mais la Russie, elle, ne les laissera pas faire. Mais que voulez-vous que je dise? C'est comme ça qu'ils sont. Leur culture est totalement étrangère aux Russes. Quand l'ancienne génération soviétique et ceux qui ont encore un attachement à la culture russe et aux liens économiques auront disparu, ils deviendront simplement un jeton de plus sur la table du grand casino géopolitique. Voilà ce qu'ils font. C'est ce que font les limitrophes. Par définition, ce sont des prostituées. Ce n'est pas une insulte, c'est juste qu'ils cherchent toujours à savoir à qui se vendre. Point final. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là, parce qu'ils sont primitifs, on le voit bien, ils régressent à travers toutes ces mises en scène. Ils continuent de raisonner selon compte tenu de leur trait culturel, ils adorent se montrer, ils adorent consommer. En fait, c'est de la consommation ostentatoire. Vous voyez, tout ça, c'est un peu une autre version de leur chèque du Moyen-Orient. Bon, eh bien, bonne chance avec ça. Mais oui, il y a aussi la question de la Caspienne, qui est un point stratégique à l'échelle mondiale. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça que les Russes ont développé la flottille de la Caspienne, qui est la force navale la plus puissante de cette mer. Et évidemment, c'est aussi lié à l'Iran, avec une coopération économique et sans doute militaire de plus en plus forte entre la Russie et l'Iran. La mer Caspienne est pour ainsi dire l'une des voies vitales essentielles. Et ça va continuer comme ça. Dans ce cas précis, la Russie et l'Iran sont complètement dans le même bateau. Et évidemment, maintenant qu'une relation très amicale est en train de se développer entre l'Iran et les Russes, malgré les différences de culture et tout le reste, eh bien oui,
Pour vous donner un exemple, il n'y a plus besoin de visa. Par exemple, si vous êtes russe et que vous voulez aller en Iran, vous y allez, tout simplement. Vous prenez un vol, peu importe, Aeroflot ou une autre compagnie, et vous partez. Et si un Iranien veut aller en Russie, c'est pareil. Il prend l'avion pour Moscou ou Saint-Pétersbourg, il monte son passeport, on lui met un tampon, et voilà, c'est tout. Their bank Leur système bancaire devient aussi beaucoup plus interconnecté. connected as well. Well, there's a lot of things which are happening. And Eh bien, il se passe beaucoup de choses. Et encore une fois, il est temps maintenant de regarder sérieusement la question de la coopération militaire. Non pas avec d'autres pays, mais avec la Russie. Comme les Russes l'ont dit, vous vous souvenez, Vladimir Poutine avait déclaré il y a 3 ans qu'ils avaient proposé à l'Iran à peu près tout ce qu'il ne voulait pas à l'époque. Aujourd'hui, je suis presque sûr que c'est différent. that time. Now I'm pretty sure they do. Yeah. Thank you so Merci much, beaucoup, André, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Pleasure as always. Avec plaisir. Au revoir.